Dans mon livre L'arnaque à la nigériane, qui a été publié aux éditions Anacarsis, je m'intéresse à une arnaque que vous avez certainement déjà reçue dans votre boîte mail, qui consiste en une fraude à l'avance de frais. En fait, c'est une expatriée, française généralement, agonisante parce qu'elle souffre d'un cancer incurable, qui a fait fortune en Afrique depuis les années 1980-90 et qui se retrouve en difficulté parce que veuve et sans enfant, elle n'a personne à qui léguer son héritage, donc qui a été construit dans ce qu'on pourrait appeler les fortunes postcoloniales, avec donc l'exploitation de l'or, de la bauxite et toutes les richesses naturelles africaines. Et donc, elle s'adresse à nous pour en fait recevoir cet héritage et en contrepartie réaliser un certain nombre d'œuvres charitables, d'actions humanitaires à destination donc des populations africaines, les enfants, les malades ou les pauvres en général. Donc on a généralement tous et toutes reçu cette arnaque. Je l'ai reçue moi aussi sur ma boîte mail et je me suis questionnée sur ces expéditeurs, mais aussi sur ces enjeux sociaux et politiques. Et dans un premier temps, assez rapidement, j'ai pu me rendre compte que cette arnaque était envoyée depuis l'Afrique de l'Ouest, plus particulièrement la Côte d'Ivoire, qu'elle avait une forme d'historicité puisqu'on la retrouve dans le Nigeria des années 1980 où elle était envoyée notamment par fax, puis par Internet. Et ensuite, donc, elle a migré en quelque sorte vers la Côte d'Ivoire où elle a donc été envoyée plutôt à des publics francophones à partir de ce moment-là. Ce que j'ai voulu faire en tant qu'historienne des pratiques épistolaires, c'est considérer en fait ces arnaques qui généralement sommeillent dans les espaces spam de nos messageries électroniques comme véritablement des sources historiques pour décrire en fait la relation qui nous lie à ces internautes en fait du Sud et là principalement de Côte d'Ivoire. Donc pour réaliser cette enquête qui se passe en deux temps, j'ai dans un premier temps étudié en fait ces différents spams, ces messages frauduleux, de façon à comprendre quel était le personnage qui était justement mis en scène par ces cyberescrocs, de façon à créer à la fois un espace de confiance, de confidentialité pour leur permettre de leurrer leurs victimes. Et je me suis aperçue qu'ils réutilisaient un certain nombre de rhétoriques, notamment les rhétoriques chrétiennes, les rhétoriques coloniales, qui ont prévalu donc au moment de l'évangélisation et puis de la colonisation, de façon à créer une espèce d'entretoit occidental qui va permettre d'avoir un espace en fait partagé au sein duquel il y a une confiance et un espace confidentiel qui va être négocié et qui va permettre en fait à la victime de baisser la garde et de finalement verser des sommes d'argent. Une fois que j'ai été au bout de ce processus de décortiquage en fait de l'intrigue et de la façon dont les cybercriminels arrivaient à mettre en scène une forme de masque blanc derrière lesquels ils avancent, celle de l'expatriée agonisante, j'ai voulu m'intéresser de manière plus précise aux acteurs et j'ai donc suivi sur les réseaux sociaux ce qu'on appelle les brouteurs, ces cybercriminels ivoiriens, qui sont deux jeunes hommes issus des classes les plus défavorisées de la population et qui, depuis les cybercafés, donc, vont envoyer chaque jour plusieurs milliers de ce type d'arnaque par mail. Et là, je me suis intéressée à la façon dont ils se représentaient, cette fois-ci à travers leurs comptes Instagram, Facebook, etc. Quelles étaient leurs ambitions à la fois sociales et politiques, étant donné que pour un certain nombre d'entre eux, il y a la volonté de mettre en avant une forme de cybercriminalité que j'appellerais décoloniale, dans le sens où ils mettent en avant la figure d'un Robin des Bois 2.0 qui volerait aux Blancs riches pour restituer aux pauvres noirs. Et c'est justement ces motivations politiques que j'étudie à partir du concept de banditisme social que j'essaye de considérer à l'aune en fait des propres discours de ces brouteurs. Donc c'est comme ça que j'ai voulu répondre à l'interpellation qui m'avait été faite donc dans ma propre boîte mail en tant qu'historienne, avec une approche qui à la fois est celle de quelqu'un qui travaille sur le lien épistolaire, donc dans le passé jusqu'à aujourd'hui, et puis aussi avec une approche plus contemporaine qui est celle de comprendre les représentations de soi qui sont réalisées aujourd'hui par ces jeunes hommes africains à travers les réseaux sociaux.